Plus qu'un jour nous sépare de cette cérémonie d'investiture du président de la République, Félix Tshisekedi, qui sera donc investi pour un second mandat de 5 ans, qui devra normalement prendre fin début 2029. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission Grande Tribune. Voici quelques lignes d'actualité avant de vous présenter le sujet, les invités, investiture du président Tshisekedi, Félix Tshisekedi, je l'ai dit. L'ancien président de la République, Joseph Kabila, est invité à cette cérémonie en sa qualité d'ancien chef d'État, de sénateur à vie, de citoyen congolais, a fait savoir M. Serge Tshibangou, haut représentant du chef de l'État. Cérémonie d'investiture du chef de l'État, le gouverneur intérimaire Gérard Mulumba Nkongolo, dit Gekoko, va s'entretenir ce vendredi 19 janvier avec les bourgmestres et chefs de quartier dans la salle Kimbuta de l'hôtel de ville. Les évêques de la 5 ans ont formulé un message à l'endroit des autorités de la classe politique dans son ensemble ainsi qu'à la population. Notre attention porte particulièrement sur la suite à donner aux irrégularités et incidents dont l'ampleur et l'étendue des élections du 20 décembre 2023. Une catastrophe électorale comme attesté par d'autres missions d'observation. Martin Fayoulou, Floribert Anzulini, Franck Diongo, Moïse Katumbi, Matata Pogno et Délice Sanga et Seth Kikouni appellent à des manifestations le 20 janvier 2024 pour protester contre ce qu'ils appellent simulacre d'élection. Merci beaucoup de nous faire confiance. Bienvenue une nouvelle fois dans Grande Tribune. 4 invités sur ce plateau, mesdames et messieurs. Monsieur Jules Pitra Mukendi, Monsieur Gandhi Kassende, Monsieur Arnaud Singa, Monsieur Serge Taboko. Ils sont donc là pour débattre. Monsieur Serge Taboko est de l'ECID, cadre de l'ECID. Monsieur Arnaud Singa, il est économiste, il est aussi chercheur. Monsieur Gandhi Kassende, il est juriste, consulte. Monsieur Jules Pitra Mukendi, il est expert en marketing politique. On va donc parler des défis des 5 prochaines années. Vous aussi à la maison, vous allez peut-être réfléchir ensemble avec nous. Quels sont les défis des 5 prochaines années en République démocratique du Congo? Alors, je commence par donner la parole à M. Gandhi Kassende, que j'ai vu il y a très longtemps. Je dirais il y a plus d'une année, hein, parce qu'on s'est vu en 2023, on est en 2024. Ouais, une année déjà. Ouais. Quelle est votre lecture selon vous, c'est quoi les défis à relever pour les 5 prochaines années? Immense. Puisque c'est le béton qui est réélu. Je pense que la base, c'est le béton. La base, nous ne l'avons pas eu depuis 63 ans. L'État n'a pas été créé réellement. Nous avons simplement, on s'est contenté du fait d'hériter d'un État colonial qu'on a rafistolé ici ou là, peinture à gauche, peinture à droite. Nous n'avons pas créé un État pour nous avec nos objectifs. C'est ça qu'il faut déjà commencer à voir et à revoir pour notre décollage. Le bel élan qu'on doit prendre, comme on l'a dit au niveau de notre hymne national, le bel élan, on ne l'a pas pris en 60. On ne l'a pas pris en 70 ni en 80. Encore moins en 90. Oui, c'est ça. Le problème aujourd'hui, c'est de prendre ce bel élan. Ce bel élan commence par recréer ou créer l'État. On crée l'État par son socle. Son socle, c'est quoi? C'est l'administration. Et l'administration a fonctionné vaille que vaille. D'abord par le fait qu'à l'indépendance, on n'avait pas de cadre. Ce sont les Nations Unies qui ont géré l'État au travers de l'administration jusqu'en 64. Et les cadres belges sont partis pour... Non, après, ce sont les cadres étrangers qui ont travaillé au travers des Nations Unies. Imaginez et cherchez dans les documents d'histoire, la plupart des professeurs étaient libanais, étaient haïtiens, étaient autres, etc. Ils venaient dans le cadre des Nations Unies. On a eu réellement une administration propre avec Mobutu vers les années 65, petit à petit, il a fait revenir comme en 60 des gens qui, au sortir des universités, ne pouvaient rien donner. Puisqu'ils venaient de sortir de l'université, ils avaient peut-être des connaissances, ils avaient le savoir, mais n'avaient pas le savoir-faire, encore moins le savoir-être. Donc, on doit commencer par recréer une administration solide. Comment? Moi, je dis, on ne peut pas partir ex nihilo, c'est-à-dire de rien.
C'est-à-dire partir de ce qui existe, notamment du gouvernement, puisque le gouvernement peut jouer un rôle là-dessus. Au lieu d'avoir 40, 50, 60 ministres, si on réduit à 15, entre 15 et 20 ministères, en contractant un certain nombre de ministères, notamment quand on regarde l'éducation nationale. Pourquoi il y a une éducation nationale? Pourquoi il y a des éducations nationales? 3 ministres pour l'éducation nationale, ça pose un problème déjà. On doit avoir un seul ministère de l'éducation nationale auquel il faut rajouter jeunesse et sport. Vous parlez de l'élection du président de la République, des élus nationaux. Bientôt, on aura les résultats des législatives provinciales. Oui. Mais entre-temps, il y a des détracteurs du pouvoir en place qui sont en train de dénoncer ce qu'ils disent, ce qu'ils appellent simulacre d'élection. Mais pas simplement eux, mais il y a aussi la Cinco qui a fait un message hier à la Nation, ce message-là qui parle plutôt d'une catastrophe électorale. Est-ce que la question de la légitimité, de la légalité des institutions se pose? Non, on ne va pas toujours s'attarder à ce genre de choses. Je ne dis pas que ce n'est pas important. Le message de la Cinco, quand on enlève le fait que tout était catastrophique, mais après il faut construire. Le deuxième volet de leur intervention... Des élections, la réorganisation des élections, pour eux, la deuxième partie de leur intervention est plutôt dans le sens positif, où ils appellent, où ils recommandent qu'on fasse des choses pour la justice, qu'on fasse des choses pour éviter le tribalisme, etc. Là, c'est dans le sens de la construction. Oui. Ils ont dit ce qu'ils ont dit. Moi, j'ai dit qu'on peut tout dire, c'est de la littérature. Construisons l'État. Pensons à 2030 qui est proche. 2050, où on aura... Pour construire, il faut une base. Mais la base, c'est le socle, c'est l'administration. Ils appellent à la justice. S'il n'y a pas une bonne administration dans la justice, qu'est-ce qu'on aura? On n'aura rien. S'il n'y a pas une bonne administration d'économie sociale, on n'aura rien. Il faut une administration solide. De l'administration va naître un État solide. De cet État solide, on peut arriver à des objectifs concrets. Puisque pour le moment, on navigue à vue. Le pays a navigué à vue. Tout à fait. Le pays est en train de naviguer à vue, mais il y a ce problème aussi qui se pose, c'est justement où vous avez certains qui ont l'impression que le Congo est en train de tourner en rond et qu'il faudra changer tout ce qui est en train d'être fait. Je donne la parole au pasteur Serge Saboko. Bienvenue, vous êtes de l'ECID, parti de l'opposition. Selon vous, quels sont les défis à relever pour les 5 prochaines années? Merci d'abord pour la parole. Permettez-moi, comme d'habitude, nous sommes dans un état où tous les indicateurs sont au rouge. On nous accorde la parole quelque part, nous ne manquons pas à dire un mot, à remercier l'Éternel. C'est grâce à lui, nous sommes sécurisés grâce à Dieu. Pour se mouvoir, c'est grâce à Dieu. Pour manger au Congo, c'est grâce à Dieu. Tout autour de Dieu, pardon. Donc, permettez-moi de remercier Dieu et de saluer les co-débatteurs. Pourquoi pas ceux qui sont de l'autre côté de la régie, parce que c'est grâce à eux que nous serons suivis par les téléspectateurs. Mais avec tout le respect, permettez-moi de dire un mot par rapport à ce que notre aîné venait de dire tantôt. Depuis que nous fûmes enfants, c'est le même langage, c'est le même discours que nous avions entendu depuis la Deuxième République, et même à l'époque de Kabila. C'est toujours, quand on a eu l'indépendance, il n'y avait pas de cadre, tout ça. Moi, je trouve que ça se tournait tout autour du pot, parce que ce n'est pas le seul pays qui a été colonisé. Le problème ici, c'est que quand on parle d'une république, ce n'est pas une jungle. Pour moi, le nœud du problème, comme cela est repris aussi dans l'exposé des motifs de notre constitution, c'est le problème de la légitimité des animateurs et des institutions. Ça va poser le plus grand problème du Congo, de la construction, ça passe par la légitimité. Oui, d'abord c'est ça le premier problème. Deuxièmement, lorsque vous êtes dans une république, il faut considérer que c'est un bien qui appartient à tout le monde. Alors, il faut créer ce qu'on appelle le mieux vivre ensemble. Alors, pour créer le mieux vivre ensemble, c'est-à-dire qu'il faut le respect des règles et des lois. Malheureusement, nous retrouvons devant une classe politique qui sont incultes. Les gens considèrent que le pays pour eux, depuis surtout, je peux dire juste après le débâcle qu'il y a eu, c'est les premières élections quand même, mais à l'époque là, où le monde avait eu la majorité écrasante. Mais après là, c'est comme si que ce soit Kasavubu, Mobutu jusqu'aujourd'hui. Les gens considèrent que le pays, c'est un bien qui leur appartient. S'il y a quelqu'un qui a une parcelle de pouvoir, surtout le chef de l'État, c'est-à-dire tout le monde doit rimer comme lui. C'est-à-dire on ne peut pas les contredire, on peut pas... Alors, dans cette façon de voir les choses, c'est ce qui fait qu'il y aura toujours des mécontents. Qui vous impose une seule façon de voir les choses, une seule façon de comprendre? Qui vous impose cela?
Nous sommes en démocratie, la liberté d'expression est garantie par Non, par la démocratie, si c'est juste un la liberté semblant, d'expression. ça c'est juste un aspect cosmétique, mais dans les fonds, il n'y a pas la démocratie. Parlons par exemple des élections. Nous avons d'abord l'article 5, nous avons l'article 211. L'article 5 dit que c'est le peuple qui donne la légitimité. Mais je venais dessus dans mon téléphone, ici, il y a Paul Tchepes, je ne peux pas parler de l'opposition, il va dire que non, c'est des incantations. Mais Paul Tchepes, il est passé chez votre confrère Israël qui confirme qu'il y avait des machines à voter pour les membres de l'Union sacrée. Ça, c'est Paul Tchepes. Pas mal de gens du pouvoir qui dénoncent les autres entre eux qui avaient des machines à voter. Qui leur a donné ces machines à voter? C'est-à-dire, il y a le peuple qui donne la légitimité aux animateurs. Et en dehors de ça, il y a ce qu'on appelle la CENI, conformément à l'article 211. Nous sommes allés à Sun City. Après l'autopsie, on s'est rendu compte que si le Congo n'avance pas, ce n'est pas des Rwandais, des Ougandais, ou il y a une main noire de la communauté. Le nœud du problème, c'est nous-mêmes. Parce que vous serez d'accord avec moi, Mouzé a dit ceci. Dans la légalité, on ne pouvait pas prendre le pouvoir aux Zaï. Il a fallu prendre des armes. Bemba a répété la même chose. Donc, on n'avait pas un autre choix. On n'avait pas un autre choix que de prendre des armes parce que dans la légalité, c'était difficile de prendre des armes. C'est-à-dire, on a poussé, on pousse jusqu'à prendre du contrôle. Imaginez quand vous avez un chef de l'État qui dit aux opposition à péter. Quel est le contrat qu'il donne? C'est-à-dire on pousse à d'autres Congolais ici, soit moi, si vous ne voulez pas, il y a l'armée, il y a la police qui va s'en occuper de vous. Donc on pousse d'autres gens d'aller se jeter peut-être entre les mains de Kagame et Museveni. En notre temps, pour moi, ce n'est pas Museveni et Kagame les problèmes. Les problèmes, c'est nous-mêmes. Comme Mouzé a dit, comme Bemba a dit. Donc, le problème ici, c'est que de respecter d'abord des règles. Parce qu'en démocratie, tout le monde ne peut pas diriger en même temps. Si aujourd'hui, par exemple, vous passez d'abord de bonnes élections, comme on vient de voir au Ribéria ici, et que par exemple, Noël Tchani gagne, mais pourquoi pas les soutenir? Parce que tout le monde ne peut pas diriger. Mais lorsqu'un groupe de gens se décide, parce qu'il a l'armée, la police et des milices, donc on va vous imposer. Ici, c'est nous. Mais ça ne passe pas. Le peuple s'est exprimé. Le peuple ne sait pas s'exprimer. Je voulais vous rappeler. Donc, l'article 211 dit ceci. D'abord, le bureau doit être on doit créer ce qu'on appelait la CIA à l'époque, aujourd'hui c'est la CENI, un organe technique indépendant. Mais la composition de ces bureaux doit être mixte, représenté par la société civile, l'opposition, la majorité. Mais il est d'accord avec moi que la société civile a craqué la porte, l'église catholique, l'église protestante. Celui qui tourne à la tête de la CENI, c'est un militaire de DP, c'est connaît tout le monde. Vous n'allez pas contredire notre aîné Albert Moleka. C'est lui qui coordonne l'exécutif de la CENI. C'est un militaire de DP, il a travaillé avec Martin Fayol, vous savez. Donc, ils sont allés auditer même la CENI de Corneille Nangaa. Donc, vous comprenez. Donc, en d'autres termes, c'est comme la CEP de l'IDPS. Donc, on ne peut pas appeler ça une élection. En dehors de ça, rentrons dans ce qui est légal. Parce qu'il faut avancer. On ne peut pas avancer dans les mal. On ne peut pas avancer, surtout que certains ne sont pas dans un débat religieux, mais la majorité des Congolais sont des chrétiens. Donc, on ne peut pas faire le vrai dans les faux. Vous comprenez? Donc, on a violé l'article 6 de la loi électorale, on a violé l'article 52 de la loi électorale, l'article 60, 61, 71. Permettez-moi de rappeler rapidement. Mais entre-temps, vous êtes Congolais. Je voudrais bien vous poser la question de savoir quelle est la solution qu'il faudra apporter définitivement à ce problème. Avant que vous ne puissiez répondre, je donne d'abord la parole à M. Jules Pitra Mukendi. M. Jules Pitra, bienvenue également. Selon vous, vous avez suivi l'actualité. Qu'est-ce qu'il faut faire au second mandat, ce qui n'a pas été fait, ce qui doit être fait dans l'intérêt général? Merci beaucoup, cher Dan. Je salue aussi tous les co-débatteurs. C'est un plaisir, en tout cas, de se retrouver et surtout d'être invité à cette prestigieuse émission, en tout cas. Moi, je crois que le pays, j'emboîte un peu le pas à mon aîné à droite. Le pays a un problème, c'est depuis son accession à l'indépendance. Il y a eu beaucoup de difficultés avec lesquelles nous sommes partis. Tout ce que mon co-débatteur, le pasteur, est en train d'étaler là, ce sont des tares que nous sommes en train d'hériter. Nous avons hérité depuis des années et je crois qu'il y a un grand travail qui doit être fait. Et c'est cela, c'est sur base de cela que mon aîné à droite était en train de parler. Donc il y a des choses qui doivent être faites. Le pays, depuis toujours, n'a pas d'administration. Il faudra se baser sur ça pour faire que tout le monde ne pense pas que ce n'est que la politique qui peut faire vivre les gens. Dès lors que tout le monde est orienté vers la politique, finalement on croit qu'un pays ne vit que de la politique. Nous avons vécu ici des pays comme la Belgique où il n'y avait pas de gouvernement pendant un long moment. Nous avons vu un pays vivre, un pays exister, un pays qui n'a pas baissé les bras. Pourquoi? Parce qu'on a compris que le politicien peut venir et passer, mais il faut qu'il y ait un socle qu'il faudra construire. Le pays doit-il être vu comme un butin ou bien comme un patrimoine? Le patrimoine, on l'enrichit. Mais le butin, on veut se le partager. Pourtant, il faut des préalables. Il faut des préalables pour la construction de ce pays, de cette administration. Quels sont les préalables qui vont peser essentiellement ou qui vont vraiment peser
du point de vue fondamental pour que nous puissions construire. Parce que si on n'a pas de fondement solide, on ne sait pas construire. C'est ce qu'il était en train de dire, mon ami. Il faut changer de fusil d'épaule. C'est-à-dire qu'ici, maintenant, avant que les institutions ne se mettent en place, il faudra que la population, le peuple puisse parler, hausser le ton, pour faire comprendre qu'il faudra avoir une orientation. Hier, on pouvait se fier aux politiciens parce qu'on croit que c'est eux qui ont le leadership, c'est eux qui peuvent nous montrer le chemin. Mais tant qu'on se fie, je veux dire, tant qu'on continue à se fier à ces politiciens, on comprend que ce sont les intérêts, je veux dire, privés de chacun qui veut primer sur la vie politique de l'État. De plus en plus, on éteint ou on étouffe l'État au profit des intérêts des uns et des autres. Malheureusement, quand on entre dans ce jeu-là, il y en a ceux qui deviennent de lions et d'autres deviennent de charognards ou encore ceux qui sont mis à côté et ils se plaignent. Chaque fois qu'on se plaint, et demain, quand on arrive au pouvoir, on voit que ce sont les mêmes réflexes qui reviennent. Donc, il y a un travail de fond qui doit être fait. Malheureusement, par qui et comment, comment faire ce travail de fond? Les confessions religieuses, la société civile devaient nous aider à faire ce travail-là. Mais nous nous rendons compte que même à ce niveau-là... C'est quoi le problème? C'est quoi le problème exactement? Le problème exactement, c'est ce que je disais ici. Le pays, ce n'est pas un butin. Ce n'est pas... On n'arrive pas là pour dire qu'on est plus fort que les autres, comme était en train de se plaindre le pasteur tantôt. Il ne faut pas donner l'impression que comme on est au pouvoir, il n'y a que nous qui vivons. C'est ça le problème. Mais malheureusement, quand on dit qu'il faut aller vers les élections, on fait les élections. Mais dans ces élections, quel est l'esprit déjà des gens qui organisent ces élections? Oui, il faut aller trouver les personnes les plus impartiales. C'est ce débat-là qui va continuer. On a érigé les lois. Mais apparemment, ces lois sont un peu dépassées. Il faudra les actualiser. Ce débat se poursuit toujours. Depuis qu'on a repris ce cycle, le système électoral, la démocratie électorale, il y a des élus, il y a des contestations. Et pour certains, la question de légitimité se pose toujours. Et c'est un problème majeur qui nous empêche de décoller. Tout à fait. Qu'en pensez-vous? Est-ce que nous sommes dans le même profil, dans la même configuration à nouveau? Donc, de lors qu'on va continuer à voir le pays sous l'angle des dirigeants politiques et autres, que c'est eux qui doivent prendre la décision de choses, je crois qu'on va se démérer dans... Qui doit agir? Qui doit conduire à la destinée de l'État si ce ne sont pas ces dirigeants, M. Chimpikampi? Oui, ces dirigeants aujourd'hui, mais ces dirigeants doivent aussi donner une grande part à ceux qui sont incolores, ceux qui sont apolitiques, amener la matière grise, associer presque tout le monde pour que l'on essaye de travailler, créer une certaine légitimité de ce qu'on est en train de faire. Je crois qu'à partir de ce moment-là, un grand travail va être fait. Le genre d'assises comme une conférence nationale de l'autre fois était très importante. Mais là encore, vous verrez que les intérêts ont encore primé jusqu'à la fin pour qu'on essaye de boutiquer les résolutions. Et donc, c'est ça, la République démocratique du Congo. C'est un peu ça notre mal à nous, notre péché mignon. Et on est en train de vivre dedans. Et je crois qu'il faut chercher des solutions dans les aspirations de la population. Pas seulement chez le politicien, mais je crois qu'il faut maintenant associer toutes les classes de cette population pour essayer de voir comment réfléchir ensemble et pour trouver cette solution. Sinon, on est presque perdu. Les élections, la légitimité, la légalité, tout ceci n'est que distraction. Ça ne nous apportera aucune solution, aucun avantage. Alors, M. Arnold Tsinga, vous êtes économiste, vous êtes également chercheur. Selon vous, quels sont les défis qu'il faut relever pour les prochaines années, les 5 prochaines années? Merci, monsieur le journaliste Dan. Et je remercie mes co-débatteurs pour ces plateaux spéciaux organisés ce matin et un rapport sur des questions sensibles qui touchent la vie de la majorité de notre population. Nous aussi, nous faisons partie de cette population. Mais pour entamer cette question ou cette problématique qui concourt aux perspectives économiques ou des perspectives en général pour le second mandat du président de la République, il est question d'expliciter avec clarté la définition portant sur l'administration. Parce que j'ai entendu dire qu'il n'y a pas l'administration en RDC. C'est tout à fait contradictoire. L'administration veut dire créer des grands ministères. Tandis que l'infinitif administré signifie des grands ministères qui gèrent les domaines d'activité. Et maintenant, parler que la République démocratique du Congo
est jusqu'à présent sans administration, c'est tout à fait contradictoire. Je ne pense pas appuyer ce genre de synthèse ou analyse, parce qu'il y a les ministres, il y a des ministères, il y a les pouvoirs, on appelle même des États créances, États gendarmes, il y a tout cela. Mais maintenant, pour des perspectives... Oui, déjà du point de vue économique, parce que vous êtes économiste, comment voyez-vous l'économie de la RDC? L'économie de la République démocratique du Congo est sur la bonne voie. Est sur la bonne voie et surtout les concepts marquants, on pourrait employer, c'est la reprise économique. Nous sommes sur la voie de la reprise économique. Pourquoi? Parce que depuis les 18 ans du président, l'ancien président Kabila, qui aujourd'hui est devenu sénateur à vie, l'économie avait des difficultés dont l'handicap pour la croissance économique. Parce que quand je parle de la croissance économique, il y a aussi la croissance des activités économiques. La croissance économique qui est un phénomène à long terme mesuré par la variation du PIB réel per capita, c'est-à-dire par tête d'habitant. Tandis que la croissance des activités économiques, c'est un phénomène à court terme qui est mesuré par la variation du PIB réel. Donc aujourd'hui, la FMI reconnaît que la République démocratique du Congo, l'économie congolaise en particulier, je voulais dire, a atteint le niveau de la croissance économique de 6,4%. C'est un effort économique qui, on va le dire, quand même fragile, qui dépend essentiellement de l'exportation des matières premières. C'est très fragile. Mais qui dépend de l'exportation des matières premières, l'extraction mine. Ouais. Mais il y a aussi l'extraction hors mine qui a contribué. Il y a l'extraction et il y a aussi les activités économiques liées, surtout dans les secteurs immobiliers, les secteurs manufacturiers, les secteurs agricoles, qui a contribué. À quel pourcentage, à quelle dose? Parce que la croissance économique est à 6,9%. Et la croissance dans les secteurs économiques était à 6, comme je vais dire. Et maintenant, il y a des efforts. Il y a des efforts qui sont en train d'être déployés par le gouvernement. Et il faut en être fier et content. Excusez-moi de vous arrêter, mais c'est quand même contradictoire à ce qu'a dit votre voisin de droite. Lui a dit qu'aujourd'hui, les indicateurs économiques du pays sont au rouge. Non. Au rouge. On a vécu, nous savons, la pire qui arrive lorsque l'économie est en récession, lorsque le pays est en crise. Et nous voyons la volatilité des taux de chômage. Mais ce qui se passe aujourd'hui, on a calmé les esprits. Il y a les taux de chômage qui évoluent de façon, je peux dire, anticipative. Ça, c'est contrairement à ce qu'on voit souvent dans la récession. Les pays ont traversé la crise de Covid-19 causée aujourd'hui par des critères extérieurs, vous savez. Mais comment on a fait pour en parvenir? Comment on a fait pour en sortir de cette crise? C'est parce que le gouvernement travaillait. Le gouvernement travaillait à calmer les esprits. Donc ça, ce sont des efforts à relever. Et puis quand il parle des indicateurs, il a tendance de dire qu'il veut toucher sur le pouvoir d'achat de la population. Mais le pouvoir d'achat ou l'inflation qui aujourd'hui constitue d'énormes difficultés. Et comment il faut maintenant recourir sur l'historique? Comment on est parvenu à ce stade? Comment on est parvenu à ce stade? C'est une vérité que le pouvoir d'achat s'est effrité essentiellement. Tout à fait. Mais comment nous sommes parvenus à ce stade? Parce que je ne peux pas dire qu'on était sur la bonne voie, tout était mieux pour nous. On s'en est sorti. Mais quand même, les pays allaient bien en 2018. Et les taux, en 2018, les taux d'inflation, aujourd'hui, les taux d'inflation est équivaut, comme j'ai vu constater à la Banque centrale aujourd'hui, à 34. 20 et quelques. Non, les taux annuels d'inflation, à 34,5 quelques %. Mais en 2018, récurrons sur l'historique, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens, les ménages qui avaient accumulé beaucoup d'épargne, lorsque le gouvernement avait pris des mesures strictes, des mesures agressives en caractère sanitaire pour la fermeture ou l'arrêt qui a été, je peux dire, subitement des
places publiques, des hôpitaux, on n'a pas fermé le marché. Vous savez ce qui s'est passé. Les gens, les ménages ont accumulé beaucoup d'épargne. Et nous avions constaté que la partie du pouvoir d'achat de cette épargne était érodée. Pourquoi? Parce que ces ménages ont fait des anticipations rationnelles. C'est-à-dire, a voulu épargner, a voulu s'approvisionner plus des produits. Tant que l'offre des entreprises, je vais terminer, l'offre des entreprises n'était pas en mesure d'atteindre la demande des ménages. Or, la loi de base, la loi fondamentale de l'économie, c'est cette loi de l'offre et de la demande. Qu'est-ce qu'on pensait? C'était la fin du monde. Il faut l'embo avant Koufa. Mais c'est ça ce qui a causé l'inflation. Et subitement, nous avions vu la volatilité des prix dans cette spirale inflationniste. Cette pression. Comment vous expliquez le fait que malgré tout ce qui a été fait comme effort, tout ce qui a été proposé, toutes les réformes qui ont été élaborées par le gouvernement, on constate toujours que la monnaie congolaise est en train de perdre sa valeur et c'est progressif. L'inflation se constate sur le marché. Le pouvoir d'achat de la population est en train de baisser. Entre-temps, vous avez les fonctionnaires de l'État qui sont payés en francs congolais. Ça veut dire que quand il y a perte, quand il y a inflation, il y a un impact positif déjà sur les ménages. Alors, quel est votre avis à ce sujet pour dire, votre voisin d'en face a dit que les indicateurs sont rouges? Mais je le renvoie à leur ancien copain, collègue de combat, un combattant qui est économiste, qui a dirigé même ce pays en tant que Premier ministre, qui reconnaît, comme notre collègue, comment vous vous appelez, je ne sais pas, Arnaud, elle le dit, tous les indicateurs ne sont pas rouges, contrairement à ce qu'il dit. S'il y a des points où on doit revenir, c'est sur l'inflation, c'est sur le taux d'échange. Les autres indicateurs, que ce soit le budget que le président actuel avait trouvé à 4 milliards. Non, on va arriver à expliquer pourquoi. Oui, moi, au niveau budget, on a multiplié par 4 aujourd'hui, par rapport à 2024. On a multiplié par 4. C'est pas positif, ça. Quand les réserves que nous avons au niveau de la banque, on l'a trouvé à moins d'1 milliard. Aujourd'hui, c'est à 5 milliards. C'est pas positif, tout ça. L'inflation est autour, contrairement à Arnaud, moi j'ai dit c'est autour de 20. Regardez au Ghana, qui est un pays qui avance un peu plus que nous. Regardez au niveau de l'Égypte. Il ne faut pas fermer les yeux et rester qu'au Congo. Le taux d'inflation soit à plus de 40%. C'est lié à tout ce que Arnaud a dit, etc. Tous les indicateurs, je peux vous dire, c'est au vert. Sauf l'inflation que nous subissons au niveau mondial. C'est au contraire, c'est au vert. Tous les indicateurs sont au vert. En dehors de l'inflation, du taux d'échange, tous les restes d'indicateurs sont au vert. Mais pourquoi est-ce que les gens... Oui, c'est ça, je veux venir à ça. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, nos populations ne les ressentent pas? Il y a eu des réformes, certes, mais ce n'est pas des grandes réformes. S'il y avait eu des grandes réformes, on n'aurait pas des députés qui touchent 21 000 $, un enseignant 200 $. Il faut des grandes réformes pour faire en sorte qu'il y ait l'équilibre. L'équilibre, ça doit être aussi au niveau des salaires. Les niveaux des salaires ne doivent pas dépasser de 1 à 10. Je vous donne, et j'ai toujours donné cet exemple. Quand vous regardez le Botswana, qui a que le diamant, au Botswana, un député touche 1 800 $. Un enseignant touche 1 300 $. Et au niveau des entreprises qui se créent, qui investissent, puisqu'on sait que ces entreprises vont embaucher, il reste ces 5 ans sans payer des taxes. Puisque l'État sait qu'ils vont retrouver des taxes par la TVA. Puisque en embauchant les gens, ces gens-là auront un salaire, ils vont consommer, ils vont acheter, etc. Donc automatiquement, il y aura un équilibre. Le problème qui se pose ici, il faut des grandes réformes. Des grandes réformes, notamment au niveau des salaires. Un enseignant ne devrait pas toucher pas loin de ce qu'un député touche. Regarde, même la députation nous crée des problèmes. On a 500 postes et 23 000 chômeurs et autres vont s'imbriquer là-dessus et ça nous crée des problèmes, d'où ce que certains appellent l'illégitimité et autres tricheries, etc. Ils sont amenés à tricher. Il faut faire en sorte que la députation, les députés touchent moins de 5 000 $, autour de... Si on garde le salaire des enseignants aujourd'hui à 200, mais il faut qu'ils touchent même pas 2 000 $. 1 000 $, on verra combien de gens vont aller se bousculer pour aller là-bas. Bon, les gens se bousculent puisqu'il y a 21 000 $,
payer Donc, pendant si 12 mois. 1000 $, là-bas, il y aura presque personne. Il y aura presque personne, puisqu'ils sont payés 21 000 $ pendant 12 mois, alors qu'ils travaillent 6 mois. Mais ça pose un problème, sans compter les à côté, les invisibles, comme ils les appellent eux-mêmes. Donc le problème est là. Il ne faut pas venir avec des caricatures, comme le pasteur l'a dit. Baisse de tension salariale. Ouais. Et puis quand il informe les gens, ben c'est très rapide. Lumumba, il y a eu des élections, ce n'était pas des élections généralisées comme maintenant, c'était juste des groupes de partis politiques, etc. Il n'avait pas la majorité écrasante. Il n'a pas élu avec une majorité écrasante, il avait 13%, etc. C'est la coalition qu'il a eue avec d'autres partis politiques qui ont fait qu'il est devenu majoritaire au niveau du Parlement. D'ailleurs, en passant, j'ouvre une parenthèse, je referme. Il est resté 2 mois au pouvoir, il est difficile de pouvoir le juger. Dans les 2 mois, il n'a pas pu présenter le projet ou le programme du gouvernement. Donc il faut dire les choses justes. Il ne faut pas dire les choses, puisque les gens imbibent tout cela, ils pensent que c'est la vérité. Il faut dire les choses, même si on n'a pas été là, vous et moi, mais les textes existent. Il n'a jamais présenté son projet, il n'était pas lui tout seul majoritaire. Voilà. Donc c'est tout ce que je pouvais dire, hein, l'inefficacité. Quand on parle de l'administration, lui dit qu'il fallait commencer par définir l'administration. L'administration existe, comme l'État existe, mais l'État est factice, comme l'administration est inefficace, inefficiente. L'administration congolaise, vous trouvez ça en dessous des arbres. Les gens négocient avec vous en dessous des arbres, pas dans les bureaux. Il y a pléthore d'abord du personnel au niveau de l'administration, mais l'efficacité est néante. La question de la légitimité, parce que lui a dit la légitimité, pas construire du vrai sur du faux. Quel du vrai? Vous voulez dire que c'est la légitimité, la légalité qui développe le pays? Vous racontez votre vie. Quand on regarde la Libye qui s'est développée, c'était dans la légalité? Non. Dans la légitimité? Non. Il est devenu légitime par rapport au travail qu'il a fourni. C'est pour ça que moi j'ai dit... Donc vous soutenez la légitimité? Non, je ne soutiens pas. Moi j'ai dit la légitimité, ce sera le peuple qui jugera. Ce n'est pas les partis politiques. La légitimité, ce sera par rapport au projet du président actuel. Quand il fera des choses que les gens vont appuyer, c'est là qu'il va gagner la légitimité. La légitimité, c'est gagne. La légitimité, ce n'est pas au sortir des élections. Les élections, c'est du domaine de la légalité, pas de la légitimité. La légitimité, c'est construit, c'est vous êtes élu ou alors vous avez fait un coup d'État, vous gagnez la légitimité avec le temps, suivant les réalisations. Il dit qu'on pousse les gens à aller prendre les armes. Non, mais il est dit, c'est que ce n'est pas des démocrates. Quand un démocrate ne pensera pas à ça, un démocrate dira, nous avons perdu les élections, cherchera les causes. Pourquoi nous avons perdu les élections? Comment nous pouvons faire prochainement pour ne pas les perdre? C'est ça un vrai démocrate. C'est celui qui pense comme lui, il n'a qu'à aller rejoindre Nanga. Eh ben, on le mettra la main dessus, un point, un trait. Donc la légitimité s'est construite, ça ne sort pas des urnes. Il doit le savoir et nos auditeurs doivent le... L'opposition prévoit des manifestations à partir du 20 janvier 2024. Donc demain déjà, il y aura prestation de serment, mais eux projettent tous ensemble, Kikouni, Matata Pogno, Sesanga, tous là, ils projettent des manifestations sur l'ensemble du territoire national pour protester contre ce qu'ils appellent simulacre d'élection. Pasteur Serge Saboko, je donne la parole. Non, juste une parenthèse. Simulacre d'élection, j'espère qu'ils vont donner un mot d'ordre que leurs députés élus, notamment d'ensemble, qui ne siègent pas, puisque ce n'étaient pas de vraies élections. Mais vous verrez que ces députés-là vont siéger. Pasteur Saboko. Sincèrement... Ces manifestations vont aboutir à quoi? Non, c'est légal. Non, pour quelle finalité? Bon, en démocratie, permettez-moi d'abord, si j'oublie, essayer de me rappeler un peu pour répondre à cette question. Mais quand j'ai suivi notre aîné, sincèrement, au début, c'était quand même assez bien, mais sincèrement, je suis perdu. C'est pas propre à votre... Et puis c'est quand nous étions encore trop petits, on vous voyait à la télé, quand nous avons sincèrement besoin de vous. Ne pensez pas que si vous tombez dans d'autres considérations, là, c'est comme toujours dans notre pays, peut-être on va vous... Ça ne fait pas 10 ans que je passe à la télé. Vous appeler, il faut parler des choses vraies. Tu ne peux pas venir dans un plateau dire qu'on n'a pas la légitimité à travers les élections, c'est la légitimité à se construire. Je ne comprends pas, ça c'est dans quel cours? Chers compatriotes, nous avons choisi la démocratie. La démocratie, c'est la démocratie est différente à une monarchie. C'est qu'en démocratie, pour diriger, il y a des fondamentaux. Il y a des monarchies démocratiques. Permettez-moi, monsieur. Quand vous parlez, je me suis tué. Il y a les fondamentaux. Il y a ce qu'on appelle la
compétitivité là et la méritocratie. C'est-à-dire tu dois venir avec un projet de société. Vous vendez votre projet de société. Si ce projet est accepté par la population, on vous accepte via des élections. Et des élections dans un processus transparent. Ça, c'est la démocratie depuis la Grèce antique. Et vous, quand on ne dit pas tout le monde, la majorité, vous choisissez. C'est ça ce qu'on appelle la légitimité en sociologie politique. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas faire des incantations. La légalité, ça dit c'est que... Ça dit... basé sur l'état de droit. C'est-à-dire, c'est que demande les droits. C'est-à-dire, en d'autres termes, c'est les droits. C'est-à-dire, ça, c'est la forme. La légalité, c'est la forme. Mais la légitimité, c'est l'essence, c'est là, de la population, de la majorité de la population, d'être accepté, de les diriger. C'est ça la notion de la légitimité en sociologie politique. On ne peut pas dire que ça s'est construit. Les exemples que vous donnez, par exemple, de Kadhafi, il n'est pas le seul. Il y a aussi à Burkina Faso, Thomas Sankara, les autres. On peut faire un coup, on peut faire une révolution populaire. Vous comprenez? Mais quand vous arrivez, certes, peut-être ce que vous aurez dit, peut-être insinué, c'est que la notion de la légitimité en sociologie politique, ce n'est pas une notion statique. Tu peux être aujourd'hui, tu as c'est-à-dire, tu es choisi par la population, mais tu ne parviens pas à exécuter ce que vous avez promis. La population peut vous rejeter. À ce moment, vous perdez la légitimité. Maintenant, et tu peux aussi, par exemple, sortir dans l'exemple qu'il a donné là, Kadhafi et les autres, mais parce que la lutte doit être, appréhender la lutte doit être acceptée par la population. Par exemple, quand Mouzé, c'est quelque chose que moi je n'encourage pas, mais il y avait les gémissements sur le plan interne. Tout le monde en avait marre. Vous avez vu, par exemple, le premier pillage de 91, ainsi de suite, parce qu'on voulait se débarrasser de Mobutu. Et lorsque Mouzé prend le pouvoir, comme les Sankara et les autres ont fait, c'est-à-dire, parce que le peuple gémit, le peuple souffre, et qu'il y a quelqu'un qui est là, peut-être c'est un monarque, un tyran, il veut diriger par la force, on peut accepter. Dans ce contexte-là, on peut accepter, par exemple, celui qui vient faire un coup. Et mais lorsque vous arrivez, il faut donner à la population ce dont il avait besoin. Ou ce dont elle avait besoin. À ce moment-là, vous pouvez faire soit votre légitimité qui n'est pas ici dans les élections. Mais voilà la précision. Mais vous, en émission, cette manifestation-là, vous cherchez quoi? La légitimité? Les mécanismes mis en place dans tous les États sérieux en démocratie, notamment, ce sont des marches pacifiques, c'est des manifestations. Donc, si vous empêchez même à la population qui a accepté cette disposition dans un référendum de ne pas manifester, je ne sais pas si nous sommes dans une monarchie ou je ne sais pas si nous sommes dans une monarchie démocratique. Vous êtes dans une légalité. Vous êtes dans la légalité. Mais la légalité, c'est ça la disposition, l'article 64 de la Constitution. Il faut l'exécuter. Il faut l'activer. La Belgique, c'est une monarchie. Écrit à quoi? Mais il y a la pas démocratie. écrit pour demander qu'on vous encadre par... Écrit, c'est lorsque, ça c'est la disposition, ici je suis dans son article 26, lorsque vous voulez faire une manifestation dans la voie publique, vous informez l'autorité compétente. Vous comprenez? Ça, c'est une autre démarche. Mais je ne sais pas si vous avez suivi les communiqués. Ici, c'est tout le monde va manifester là où il est. Si tout l'état de de la République. Voilà un peu la nuance. Donc, permettez-moi. Moi, quand j'ai parlé des inconvénients... Comment il explique ça? Mais c'est Dan, il faut avec beaucoup d'amour. Permettez-moi d'avoir un peu beaucoup de temps parce que c'est presque la même personne, il parle la même chose. Permettez-moi de raconter beaucoup de choses qui sont dites. Lorsque vous parlez, moi je parlais des indicateurs. J'ai tantôt ici énuméré. J'ai dit la sécurité, j'ai énuméré. Est-ce que vous pouvez me regarder en face, me dire que le 24 janvier 2019, lorsque Félix Tshisekedi a pris le pouvoir, il a initié même son programme ici, le fameux projet là, si c'est de 145 territoires. Mais il y avait 145 territoires. Est-ce aujourd'hui, Félix gère Bounagan? Une partie de retour échappe au gouvernement, Massis, ainsi de suite. Et vous parlez, et lui-même a fait une interview qui confirme que ces espaces-là ne vont pas aller aux élections. Il est désolé. Ça, c'est le République démocratique du Congo. Et vous parlez que tous les indicateurs sont au vert. Je sais pas aussi, je rêve ou quoi. Lorsque je parle par exemple de la mobilité, est-ce que l'État a une structure qu'on appelle même les transports publics comme ici, je ne parle même pas de l'Europe, ici dans des pays africains ici. Les Congolais, pour se déplacer, il fait comment? Si les DCC ici décident de faire la grève, qu'est-ce qu'on fait ici? J'ai parlé de la dimension sociale, j'ai fait allusion à la mobilité, j'ai fait allusion à la sécurité. Il dit tous les indicateurs verts. C'est que moi je viens de dire. Économique.
Mais l'économie, monsieur, c'est le social. L'économie, on fait allusion, certes, je ne suis pas expert, mais c'est le PIB. Vous produisez quoi? Lui-même, d'abord, le chef de l'État, il dit, d'abord, Makamora Koudassi, Tom Congo, État Likoutungate, je me réveille matin chaque jour. Nous, là, on peut m'attendre j'ai appelé le Premier ministre, j'ai appelé même madame, là, j'ai dit, mais pour expliquer que Makamora est en dégré. Ça, c'est pas moi, c'est Félix. Il comprend même pas comment Dola m'attaque. Et il est allé, et vous, ici, vous venez avec beaucoup, je ne sais pas si, permettez-moi, mon aîné, avec beaucoup de résultats, vous dites qu'un député doit avoir 1000 $. Mais Félix a dit, bon, entre guillemets, si c'est même les chefs d'État ne savent pas les montants, il y a des exécutifs, il ne sait pas combien touche un député. Même si vous parlez à 21 000 euros, mais ils ont non, il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit il a dit que c'est peu, permettez-moi, monsieur. Non, il n'a pas dit ça. Permettez-moi d'avancer. Il a dit, les députés, il a notamment, il a un grand rôle, le terme qu'il a utilisé, il a un grand rôle. Notamment de payer des factures. Quand ils rentrent là-bas, ils payent des factures, des hôpitaux, et ainsi de suite. Parce que les journalistes, chers compatriotes, les journalistes, le problème c'est que je suis un homme de Dieu. Félix était incapable de confronter, puis c'est l'intervention. La préoccupation des journalistes, c'est que le montant là qu'on paie aux députés, c'est exagéré. Félix n'a pas confirmé et il n'a pas nié. Il est allé plus loin que pour lui, il trouve que ce n'est pas suffisant parce que les députés ont beaucoup de choses à faire. Et en d'autres termes, il pense à c'est-à-dire majorer. Mais quand il peut parler comme ça, Félix ne serait pas d'accord avec vous. Lui-même, il pense que 21 000 c'est faible, toi tu penses que c'est 1000 $. Vous n'avez pas proposé jusque-là. J'ai demandé les défis. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous donne une minute parce que je dois donner la parole aux autres. Une minute, s'il vous plaît, pasteur. Dites-nous, qu'est-ce qu'il faut faire pour les prochains quinquennats? Je vais ramasser rapidement. Quand il dit, bon, je ne sais pas s'il a voulu, dans quelle intention, peut-être c'est le débat pour peut-être balayer ce que moi j'ai dit. D'abord, quand il parle de l'administration, je crois, lui, il est revenu. L'administration ici, ce n'est pas dans la dimension sémantique que vous donnez l'explication. Quand Macron vous dit que vous n'avez pas l'administration, ce n'est pas que Macron ne sait pas qu'au Congo, il y a la fonction publique, il y a l'administration de tout. Non, lorsqu'on parle de l'administration ici, c'est la capacité de gérer, c'est-à-dire le système mis en place pour le fonctionnement d'un État. C'est-à-dire, c'est dans ce sens-là. Mais au Congo, ça n'existe pas. Même si vous allez à la fonction publique, les nombres de fils que des agents de carrière, tous les régimes qui passent ici, il y a toujours on appelle ça quoi? Contrôle. Il y a toujours des contrôles. Chaque ministre il vient avec les amis, les membres des familles, des partis politiques pour mettre là-bas. Exact. Et maintenant, quand on prend le pouvoir, le rôle d'un gouvernement notamment, c'est corriger les erreurs du passé. C'est pourquoi j'ai balayé son premier argumentaire. C'est depuis des années, on entend les mêmes discours. Mais si on prend le pouvoir, notamment, c'est corriger les erreurs du passé. Deuxièmement, c'est préserver des acquis, tout ce que vous avez par exemple trouvé dans le passé. Et troisièmement, c'est imprimer de nouvelles donnes. Est-ce que pour organiser le fisc, l'administration ici, dans la police, DGM, DGRAD, pour contrôler la mobilité, le déplacement des gens, ça, on a besoin d'aller, on a besoin des blancs? Et pour rappeler à notre aîné, certes, moi, je n'étais pas là à l'époque, mais tous les gars là qui ont obtenu l'indépendance, ils avaient que des conseils de blancs. Kassavou, Boulou-Mumba, même Mobutu a travaillé avec des blancs. Que personne ne vous trompe. Mais la République démocratique du Congo aujourd'hui est à la croix. Excusez, pour terminer, si l'administration est faible, ce n'est pas le problème, c'est qu'on n'avait pas des universités, le problème c'est que c'est la corruption. C'est la corruption qui déstabilise l'administration. Vous comprenez? La question finalement. Alors, on a affaibli l'administration parce qu'il y a la... Vous me dérangez maintenant. Donc on a affaibli l'administration parce que ceux qui sont là, ils veulent... Par exemple, M. Dan, je sais que... Je termine avec tout le respect. Il me dérange. Quand vous êtes là, on peut t'envoyer aujourd'hui même à la régie des sous. Je vous mets au défi, vous n'aurez rien fait. Parce qu'on va vous envoyer avec une liste. Et vous serez dans la... Vous refusez, on vous chasse. Vous serez dans l'obligation de les placer. C'est comme ça, c'est ce qui fait que le Congo n'avance pas. Ce n'est pas le problème de Mindele, ce n'est pas parce qu'on n'est pas menti. Monsieur, 60 ans après. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Jules Pitra Mukendi, ce problème, ces problèmes qui nous gangrènent, est-ce que vous avez l'impression qu'on est en train de les corriger? Les problèmes qu'on a connus depuis 60, depuis qu'on a connu Mobutu, on a connu Kabila père, Kabila fils, Tshisekedi aujourd'hui. Est-ce que vous avez l'impression que tous ces problèmes que connaît le pays sont en train d'être corrigés par les dirigeants actuellement? Cher Dan, je crois que, à part les grandes réformes, comme était en train de dire mon aîné à droite, il n'y a rien à faire. Dans ce pays, on aura du mal à sortir du gouffre. Parce que, regardez, cher Dan, comment pour 500 places, on peut avoir plus de 24 000 candidats? Ça veut dire que c'est la politique qui paye.
Ouais. C'est la politique qui Ça paye. n'a pas créé l'emploi. L'administration, on n'a pas voulu vraiment insister là-dessus. Aujourd'hui, c'est la politique qui conduit tout. J'étais en train de donner l'exemple de la Belgique ici pour dire que le gouvernement ne pouvait pas avoir sa place, mais l'administration était en train d'assurer la vie du pays. Et donc, c'est cela, ce sont les grandes réformes qu'il faut faire pour baisser d'abord le taux, le salaire de ceux qui sont en politique. Aujourd'hui, même celui qui étudie en informatique, je ne sais pas, en bâtiment ou en médecine, il rêve que quand il finira ses études, il doit aller en Même à politique. l'INA, les comédiens, tout le monde. Ce n'est pas possible. Dans un pays, on ne peut pas vivre comme ça. Les footballeurs, Tout le les monde sait musiciens. que je finirai Même les politicien marchands. parce que c'est là-bas où c'est bon marché. Ce n'est pas normal. Donc les grandes réformes doivent venir de là. On doit revoir les textes et il faut qu'il y ait la volonté à la tête Mais du entre-temps, pays. ces députés nationaux, c'est eux qui votent les lois. C'est ça le comble. Donc, ça veut dire eux-mêmes ont ce pouvoir de s'arroger la part du lion. C'est comme ça qu'on s'est dit, nous sommes en train de dire ici, que cette émission doit avoir une portée pédagogique et, je veux dire, patriotique. Parce que c'est en ce moment ici que les choses sont en train de se reconstruire, que le chef de l'État peut prendre de grandes décisions pour essayer de revoir comment, cette Mais histoire de train de vie. Il est limité, n'a pas tout le pouvoir. Non, il peut cette toujours fois-ci. instiguer, il peut toujours pousser. C'est à lui de donner le go pour que les choses puissent changer. Sinon, on va tourner en rond, cher Dan. Ça n'a pas été fait au cours de... Il n'avait pas toutes les possibilités. Il faut dire que hier, il n'avait pas toutes les manettes. C'est ce qu'on va dire. Vous vous rappelez comment est-ce qu'il est entré au pouvoir dans son premier mandat? Comme d'aucuns le disent ici, le premier mandat était un mandat, je vais dire comment, d'observation où il fallait frayer son chemin pour avoir tout le pouvoir. Aujourd'hui, il a été voté très largement, à plus de 70%. Là, personne ne peut Les douter. preuves sont là. Nous avons fait le tour de bureau où les gens ont voté. On a vu que le chef de l'État a été largement voté. Et aujourd'hui, je crois que la légitimité dont les autres pouvaient s'étarguer hier, aujourd'hui, plus personne en face ne va lui déranger en termes de légitimité. Cette légitimité est là. La légalité, à partir de demain, il l'aura. Et donc, nous pensons que c'est à lui que revient maintenant toute la responsabilité pour instiguer de grandes réformes dans le pays. Et ces grandes réformes-là, lui qui a prôné le peuple d'abord, il doit savoir où toucher. Il faut bouger cette histoire de salaire. Est-ce que vous ne chargez pas un peu trop une seule personne pour plus de presque 100 millions d'habitants, à lui tout seul et à cette charge-là? Quelle est la responsabilité des autres? Vous savez, cher Dan, il n'y a pas de mauvaises troupes. Il n'y a que de mauvais chefs. C'est-à-dire qu'on dira de 2018 à 2023, ou alors de 2024 à 2028, il y avait tel chef. Et c'est à l'époque de tel chef que nous avons vécu ceci ou cela. Et donc c'est à lui d'instiguer de grandes réformes. J'insiste encore. Il en a toute le manette aujourd'hui et il peut le faire. Moi, je crois que aujourd'hui, que je ne sais pas si je dois appeler ça comment, je crois que c'est le moment ou jamais pour le chef de l'État. S'il rate le départ, il ne le fera plus jamais. S'il rate le départ, il ne le fera plus jamais. Je donne la parole à Arnold Singa. Arnold Singa, quelles sont les réformes qui doivent être faites au second mandat? Et surtout, je voulais parler en termes économiques. Les réformes mixant ou les réformes auxquelles le gouvernement est censé d'apporter, c'est plus dans les secteurs, comme je dis, les secteurs des décisions ou les secteurs des transports, et les secteurs d'emploi, dans le marché d'emploi, le marché des capitaux. C'est important. Mais avant même de parler, je voulais parler aussi, parce qu'il a parlé du secteur des transports, où nous avions aujourd'hui les plus grands nombres de personnes qui travaillent dans le secteur sont dans les privés. Mais ce n'est que normal. Ce n'est que normal. Le problème, où se trouve le problème? Nous sommes dans une économie sociale du marché. Dans une économie sociale du marché, l'État a des rôles. Le premier rôle de l'État, c'est de garantir l'entrepreneuriat du secteur privé. Deuxième rôle ou volet de l'État, c'est de se faire entrepreneur. Parce que John Maynard Keynes, l'économiste britannique,
Lorsque l'État est en crise, il peut se faire entreprendre des grands travaux. Donc, il n'y a pas du mal. Nous avions les États-Unis d'Amérique, et avec leur système de production capitaliste, il n'y a que les privés qui battent record, mais les États-Unis, et aujourd'hui, au niveau des pays qui atteignent le plein emploi, c'est-à-dire tous les facteurs de travail sont consommés, 2% de chômage aux États-Unis d'Amérique, mais c'est les privés. Mais d'où provient le problème dans ce secteur? Le problème vient uniquement des personnes qui travaillent dans le secteur ne tiennent pas compte des principes fondant ce qu'on appelle le principe de la responsabilité sociale des entreprises. Parce que quand on parle de l'économie sociale du marché, il y a dans l'autre dimension l'économie morale ou l'économie du marché. L'économie du marché est fondée entièrement sur la bonne moralité, la moralité des entrepreneurs. On ne peut pas travailler pour gagner plus au détriment des consommateurs. On ne peut pas travailler pour gagner 100% au détriment des... Ça, je comprends. C'est un peu plus ou moins théorique. Mais si nous allons concrètement dans les faits, M. Arnaud Tinga, vous regardez, tout le monde le dénonce, cette disparité dans la répartition des richesses de l'État. D'une part, vous avez des médecins, des enseignants qui vous touchent à peine 200, 250 $. D'autre part, vous avez des professeurs d'université qui sont à plus ou moins 1500 ou 2000 $. D'autre part encore, vous avez ces militaires qui sont en train de se battre au front contre une grande menace extérieure dont le salaire tourne autour aussi des 200, 300 $. Vous avez un groupe de personnes, des politiques qui sont non seulement des politiques dans le gouvernement, ils sont à l'Assemblée nationale, au Sénat, et même dans l'administration publique, ceux qui dirigent les entreprises publiques, ils sont gracieusement payés. Comment faire pour que nous ayons cette justice sociale? Pour installer la justice sociale ou la justice destructive, c'est ce qu'il faut faire. Premièrement, à ce niveau-là, je voulais remercier le gouvernement de la République. Pourquoi? Parce que les faits saillants menés par ce gouvernement, c'était l'augmentation des salaires des enseignants, des militaires, qui étaient à 92 000 pendant 18 ans. Les faits saillants dans ce gouvernement. On n'a jamais vu ça dans une crise. Tout économiste peut en témoigner et personne ne dira le contraire. Qui osera dire qu'aujourd'hui, l'économie de 2018, l'économie de 2000 ans est la même avec l'économie que nous vivrons aujourd'hui? Qui osera de le dire que l'économie en 2017 a quelques rapports avec l'économie dont nous avons aujourd'hui? Qui osera de dire? Même les militaires, quand vous parlez, parce que le système qui fonde la justice destructive, donc tire sur ses origines dans ce qu'on appelle la justice sociale. On ne peut pas parler de justice destructive quand il n'y a pas de justice. Mais pour y parvenir, il faut des moyens. Il faut des moyens. Il faut aussi des cadres. Pas seulement des moyens, il y a aussi des cadres qui devraient intervenir. Et jusque-là, moi, je ne peux pas dire que nous sommes parvenus. On s'en est sorti parce qu'on a augmenté les revenus des militaires, des enseignants. Il y a encore des entrains, il y a encore des efforts qui sont censés être déployés par le gouvernement. Mais aujourd'hui, moi, je crois que nous sommes sur la bonne voie. C'est la voie de la reprise économique. La voie de la reprise économique, nous sommes sur la bonne voie. Les choses changent de façon positive, et même très, très, très positive, à vous en croire. Alors, monsieur Gandhi Kassende, l'autre question, ce n'est pas simplement la question c'est la question de la diversification de l'économie, la production interne de l'économie. Notre PIB dépend de ce que nous produisons en interne pour pouvoir justement... Mais qu'est-ce qui nous empêche de pouvoir diversifier cette économie? Parce qu'on a entendu plusieurs fois, M. Serge Saboko l'a dit tantôt ici, c'est une chanson, c'est une vieille chanson. Diversification économique, revanche du sol sous le sous-sol, l'année de l'agriculture. Il y a eu beaucoup de slogans comme ça, mais en réalité, en fin de compte, nous sommes toujours dans le statu quo. Qu'est-ce qui pose problème? Ouais, vous avez dit que c'est la même rengaine
Répétition des choses depuis Mobutu, agriculture, priorité des priorités. Aujourd'hui, c'est la revanche du sol. Mais sachez, en passant aussi pour informer les téléspectateurs, que si aujourd'hui on table sur les minéraux, pour qu'on puisse au niveau industriel développer l'industrie minière, il a fallu l'agriculture. On a eu nos ancêtres à l'équateur, Maïndombe, qui ont vu le caoutchouc, les veillas et le bois, qui ont donné des moyens pour pouvoir démarrer le côté minéré. Donc aujourd'hui, il faut des réformes. Je vous l'ai dit au niveau de l'administration. Si on réduit à 15 ou 20 ministères, ça va comprimer des ministères. La taille du pays, ça... Non, la taille du pays ne dépend pas de nombre de ministres. C'est-à-dire, quand vous avez parlé de l'agriculture, qui est un champ important. L'agriculture ne doit pas être agriculture tout seul. Agriculture, pêche et élevage, ensemble. Aujourd'hui, je salue en passant l'arrivée imminente au moins des premiers lots de bateaux de pêche. D'ici la fin de l'année, peut-être qu'on en aura une dizaine, etc. Ça va influer, mais il est en train de rigoler, ça c'est sûr, je suis sûr de moi. Les bateaux de pêche, les 3 premiers sont terminés. Ils sont déjà au niveau de l'Égypte. L'économie doit être un tout, c'est-à-dire l'agriculture et l'industrie ensemble, pour qu'il y ait une cohérence. Quand on suçonne les ministères, c'est une perte de temps. Chacun tire la couverture de son côté, comme je vous ai donné l'exemple de l'éducation nationale. Donc il faut des vastes réformes au niveau de l'administration. Solidifier l'administration qui devienne efficace et efficiente. Aujourd'hui, c'est inefficace l'administration que nous avons. Donc, il faudra que nous puissions aussi, je vous ai donné au départ l'exemple de Botswana, pour que le Botswana arrive à financer le coût des salaires des enseignants à $1 300 et des députés à $1 800. Vous voyez à peu près comment. Il a fallu que le Botswana puisse décider de transformer le diamant sur place. Ça donne une valeur supérieure, une plus-value. Le président l'a dit, mais aujourd'hui, il a 5 ans. Parmi les réformes qu'il faut faire, on ne peut pas exporter nos matières premières brutes. Il faut les transformer sur place. Est-ce que nous avons des industries manufacturières qui peuvent nous aider à pouvoir le faire? On a beaucoup de matières premières. Non, mais on va ouvrir, non seulement... Est-ce qu'on a des experts, des Congolais compétents de pouvoir travailler dans ce secteur? Même comme il y en a peut-être pas un nombre suffisant, même s'il n'y en a pas, on ne va pas croiser les bras puisqu'on n'a pas de spécialistes. Même s'il faut demander le mercenariat économique financier dans les conditions de développement de notre pays, il faut le faire. On a besoin d'investisseurs qui soient... Ce sont des entreprises publiques, nous connaissons comment sont gérées les entreprises publiques de l'État. Au Congo, ce sont des... Non, mais quand on va le faire, ce sera partenariat public-privé. Il faut aller dans le sens de créer des partenariats publics-privés. Je pense que c'est beaucoup plus efficace que nous restions avec notre système, ancien système, où on nomme des gens, puisqu'ils viennent des partis politiques, sans compétences réelles. Je complète ce que notre ami Serge a dit, à savoir les gens qui ont des compétences, des méritocrates. Moi, à la méritocratie, j'ajoute les 3 S. Je l'ai toujours prôné, puisque la méritocratie, aujourd'hui, c'est limite au fait qu'il a milité avec nous, et il était à l'UDPS, il était à MLC, etc. On l'embauche par rapport à ça. Ces gens de méritocratie, moi, je suis contre. Moi, je suis pour la méritocratie où on rajoute les 3 S. Le savoir, le savoir-faire et le savoir-être, qui manquent souvent aux Congolais. Les 2 derniers, savoir-faire et le savoir-être. Donc, il faut arriver à ça. Si aujourd'hui, au niveau de l'éducation, par exemple, puisque c'est ça aussi la matrice pour le développement d'un pays, il faut favoriser les études scientifiques, les études d'ingénieurs, pour pouvoir le faire, puisqu'aujourd'hui, tout le monde veut faire l'économie et les droits. Pour favoriser à ce qu'on ait plus de scientifiques, non seulement il faut faire en sorte que nos instituts ou facultés aient des laboratoires. En cela, il faut donner des bourses d'études, des bourses importantes pour ceux qui font des études d'ingénieurs, les agriculteurs, des agronomes. Et puis pour les secondaires, donner des bourses à ceux qui ou celles qui choisissent de faire des études professionnelles. C'est ça qui va nous aider à aller de l'avant. Au niveau de l'école primaire, j'ai fini là. Il ne faut pas que nos enfants restent à l'école à apprendre la vache comme ça par le dessin.
Il faut qu'ils sachent identifier une vache. S'ils rencontrent une vache en route, il y a des enfants qui n'ont jamais vu des vaches. Mais quand tu... Dans nos villages, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'ampoule. On dessine une petite ampoule devant le tableau. Oui. On monte. Non, mais il faut la réalité, puisque même dans nos villages, là, on peut produire de l'électricité avec des ampoules qui ne vont pas éclairer tout le village. Mais techniquement, vous savez, dans certains pays comme la France, les enfants étudient même l'électricité là pendant qu'ils sont au CM2, l'équivalent de 5e primaire. Donc on peut créer l'électricité dans ces pays, dans nos arrière-pays, c'est nos villages, etc. Donc il y a des réformes à faire au niveau de l'éducation. J'insiste là-dessus. Au niveau de l'économie, l'agriculture, il faut que ce soit avec pêche et élevage. Et puis c'est ça qui va aussi jouer sur le taux d'échange. On importera moins de choses à l'extérieur. Si on importe moins, on gardera des devises ici. Et c'est à ce moment-là que le taux d'échange sera équilibré par rapport à notre monnaie. Entre autres. Dommage qu'on n'insiste pas dans vos émissions, pas ici précisément, dans nos télévisions, la partie économique. Mais vous nous avez donné un peu de temps aujourd'hui. Je pense que c'est important qu'on parle d'économie. C'est important qu'on parle d'économie, bien que notre population ne comprend pas trop. Non, on peut vulgariser. Mais il faudra justement qu'on puisse aussi thématiser nos émissions pour permettre à ce que... Parce que ça beaucoup. Aujourd'hui, Martin Fayulu est élu président de la République, ou même vous-même, parce que vous êtes acteur politique. La mission d'un acteur politique, c'est de conquérir le pouvoir. L'objectif, c'est de conquérir le pouvoir. Aujourd'hui, vous avez le pouvoir. Qu'est-ce que vous faites? Quelles sont les actions que vous prenez pour l'intérêt général? Merci beaucoup. Bon, c'est pas important de revenir pour tout ce que je viens d'attendre ici comme mon aîné. C'était un chapelet d'intention parce que ceux qui sont là, ils sont en train de réfléchir comment ils vont débaucher. D'ici là, ils vont former un gouvernement de l'agenda national. Ils vont débaucher, comment ils vont commencer à arrêter ceux qui ne partagent pas leur point de vie, comment ils vont détourner l'argent. Ça n'a rien à voir avec tout ce qu'ils viennent de dire ici. Et vous allez voir qu'après 5 ans, il n'y aura rien. Donc comptez sur moi parce qu'ils ne sont pas préparés pour construire le pays. Et ils sont préparés, ils cherchent comment conserver le pouvoir à tout prix. Donc ils n'ont pas un autre projet dans leur tête comme ils sont là. C'est pourquoi je l'ai toujours dit, peut-être ceux qui nous suivent, ils vont dire, putain, bon, c'est la haine, comme ils ont toujours des concepts un peu faciles là, haine. Mais papa, on parlait de la haine, mais papa, c'est ce qu'il a fait de Mobutu jusqu'à ce que Kabila, c'est lui le vrai aîné. Mais nous parlons pays, nous parlons Congo. Mobutu en 1965, je crois, mon aîné, je ne sais pas s'il était là, Mobutu n'a pas gagné les élections, mais il y avait ce qu'on appelle... les enjeux de l'air, c'était quoi? Le pays était balkanisé, était quoi? Divisé. Mais lorsqu'il a réunifié les pays, que ce soit les Bas-Congo, les bandes, tout le monde a commencé à danser Mobutu. Si Mobutu, pour l'intérêt de Mobutu. Aujourd'hui, si Fétis Sekedi, malgré la manière dont il est arrivé au pouvoir en 2018, s'il avait quand même fait ce qu'il avait dit quand nous fîmes encore avec lui à l'opposition. Par exemple, souvenez-vous, le dernier discours, quand il était, nous étions, si on l'a dit, bon, c'était à Lingala, le pays était détruit, le pays était désarticulé, nous ne sommes pas venus ici pour se chamailler, on doit se mettre ensemble, si nous chassons ces gens ici, nous allons nous mettre ensemble, faire des réformes ensemble, et consensuelles pour goûter, nous allons revenir dans les détours. Prenez seulement les discours là. Là, c'est pas trop tard. Les sentiments. Mais quand il est arrivé, maintenant, lui, avec ses amis, ils sont en train de réfléchir comme ça. Donc, permettez-moi, je vais terminer à votre question parce qu'ils sont en train de parler beaucoup de choses. Si je ne reviens pas, peut-être ça risque peut-être ceux qui nous suivent, peut-être risquent de considérer ça. Bon, si vous essayez, puis c'est l'ami ici venait de dire que ça n'a jamais été depuis 18 ans, on a amélioré les salaires. Je le rappelle, je ne sais pas, les militaires, les fonctionnaires de l'État sont payés à 240 000 francs. Allez vérifier dans les bases, c'est 240 000. Même c'est pas ce que le chef de l'État a dit dans son dernier discours. Je vous dis, va vérifier, c'est 240 000 francs. J'ai même des messages de militaires ici qu'on m'envoie, qu'on les il faut dire que les enseignants qui gagnent l'argent dans les fins fonds à Kinshasa, ce n'est pas le même salaire. Je vous en prie, là c'était dans les secteurs de l'enseignement. On a privilégié ces 3 provinces, c'est-à-dire le Congo central, Kinshasa et le Katanga. Oh, ils ont quelque chose de 300, quelque chose, tout ces 300, c'est quelque chose. Si vous allez dans les provinces, il y a ceux qui sont payés à 180 000 francs, même dans le secteur de l'enseignement. Ça, c'est la vérité. Moi, je n'ai pas besoin de mentir. Mais je rappelle à mon ami que augmenter les salaires et améliorer, c'est 2 concepts différents. Ce qu'on a fait ici, on a majoré justement. Si vous regardez les arrêtés, même au niveau de la ville ici, les arrêtés, les taxes, les droits et redevances qu'on impose aux opérateurs économiques, c'est écrit en dollars. C'est en dollars. Et ils se payent en dollars. Si aujourd'hui, par exemple, le dollar devient à 30 000 francs et que vous payez 10 $, si vous venez en France, vous payez 30 000. Allez vérifier dans l'administration publique, c'est comme ça. Alors, si selon lui, pendant 18 ans, ces gens-là ils étaient payés à 92 000,
et qu'aujourd'hui ils sont à 240 000, et c'est un peu de voir. 92 000 à l'époque, pendant les 18 ans, les 100 $, c'était équivalent à combien? Aujourd'hui, les 100 $, ils sont payés moins de 100 $. Donc il ne faut pas venir faire des incantations, mon frère, cher compatriote. Il parle encore économie sociale du marché. Certes, ça c'est même dans notre projet de société. Mais le problème, c'est que l'État a comme aussi rôle, notamment, de garantir, réguler. Est-ce qu'il peut me dire ici, lorsqu'il va prendre la parole, le nombre d'actes de décès dans la ville de Kinshasa? Mais ce sont des gens qui travaillent chacun en solo. Même les fameux gouverneurs peuvent donner mettre les prix là, tout ça. Mais ils bottent ça en touche. Allez chez moi là-bas, tiens. Regardez ça, comme le matin là, on dit 25. Ville, boulevard à 25 là c'est 2000 francs. Et 2005. Si tu viens avec c'est n'importe quoi. Donc il ne faut pas venir faire de ça. Ce sont des théories. Peut-être que récemment tu viens de l'université. Ce sont des théories. Dans la pratique, tout ça, c'est autre chose. Donc il faut aimer votre pays. Félix Tshisekedi, comme vous avez soulevé quelque chose qui n'ont pas répondu, il n'a pas été bloqué. En 2018, c'était fait par décès. Vous avez vu, Mouilanya et Kaboul sont sortis avec un papier. Je crois que Félix était en Namibie, si ma mémoire est très pas. Il dit dès que je rentre, je nomme un informateur, conformément à l'article 78. Kaboul de Mouilanya dit non, on a déjà fait les décomptes, on s'est rendu compte que Kabila a 350 députés. C'est pas important Même Kaboul a répété ça. C'est pas important, Robert Bissambongo. Vous comprenez? C'était fait à décès. Et c'était bien organisé qu'avant de prendre une décision, je vais voir Kabila. C'était comme ça. C'est pourquoi lui-même a dit qu'il a ciblé les immigrations. Donc, le chef de l'État, lorsqu'il est élu dans une démocratie, avec un projet de société, il doit avoir une majorité. Vous comprenez? Une majorité. Comme là, bon, moi, je suis même pas l'air bêtise. Il a passé, nous, on ne considère pas comme élection. Mais on m'apprend que l'IDPS, lui-même dans la ville de Kinshasa, il a 43 députés nationaux. Sur le plan national, il a déjà, si c'est 15 députés, je crois, si c'est le même espace culturel. Vous êtes plus dans la critique. Mais Martin Fayoul aujourd'hui président de la République. Oui. D'abord sur le plan psychologique. Laisse-moi vous rappeler, peut-être vous allez dire que c'est un exemple. Il n'arrive pas à gérer le parti, il va gérer le pays. Voilà maintenant. Vous êtes intolérant. Quelqu'un, Martin Fayoul, il ne faut pas... avec beaucoup de respect, s'il vous plaît, avec beaucoup de respect, c'est un produit consommable. C'est une espèce rare. À part Fayoul aujourd'hui, Serge, je parle comme un serviteur de Dieu. Si j'ai un homme politique, je peux considérer peut-être Mukwege. Mais les autres qui restent là, c'est de la pourriture. Ce sont des flattés, ce sont des magouillés, des volets. Ça, c'est la vérité. Et Mouzito qui était avec vous. Non, évitez ces débats-là. Martin, il faut le prendre au sérieux. C'est depuis les années 90 jusqu'à aujourd'hui. Il vit avec son salaire. Vous n'allez pas le trouver dans l'histoire de vols, de tricheries, des histoires. Il a construit sa vie. Allez voir. Là où il est, même Papa Tshisekedi, Félix, là, hier, là, il partait là-bas pour organiser des conférences. Les élections provinciales de Kinshasa. Donc, ça, c'est les 40 000, vous avez oublié. Ça, c'est un faux débat. Ça, c'est un débat dessous des bois. Parce que Roger Nting est passé sur Israël Moutombo. Les images existent pour déballer tout ça, toutes les incantations, les polymers que l'autre a dit. Donc, Fayoul aujourd'hui, président République, d'abord sur le plan psychologique, vous aurez dû voir les liens, c'est partout au Congo. Parce que c'est un monsieur compétent d'abord. Quelqu'un qui connaît l'administration, il a une histoire, il a un combat. Qui n'a pas su gérer ses propres entreprises. C'est pas un parvenu, c'est pas quelqu'un qui ne sait pas les rôles d'un député, c'est quelqu'un qui n'a pas un salaire. Non, c'est un homme honnête. Si aujourd'hui, et puis c'est nous, on a un projet de société. Lui, là, il soutient Félix. Félix n'a pas un projet de société. Pendant la campagne, Félix a dit c'est préservons les acquis. Mais les acquis, laissez partir. Les acquis, laissez partir. Ça, c'est les acquis. Les acquis, laissez partir. Les acquis, c'est ce qui a été réalisé. Les acquis, c'est rame. Il a réalisé quoi? Qu'est-ce qu'il a réalisé? Dis-moi même la liberté d'expression que vous avez aujourd'hui, de dire ce que vous avez. Je termine par là. C'est que Félix a fait sous le régime de Kabila. Nous, on n'a pas fait ça. Félix, sous le régime de Kabila, il n'a jamais appelé Kabila président. Il appelle Kabila président, c'est le jour où il a prêté serment. Il a dit que Félix Kabila n'a jamais été élu. Il a dit que Kabila a tué dans le Kasaï. Vous comprenez? Ça, c'est Félix. Il a dit que Kabila a tué dans le Kasaï. Il a dit que Kabila, c'est un grand voleur. Il détourne avec sa famille. Les images existent. C'est que Félix a dit à l'opposition. Nous, on n'a pas dit ça. Il faut venir donner mentir ici, donner l'impression qu'on commence à parler grâce à Félix. Honte à vous, mon aîné. Vous soutenez le mal. Vous risquez d'avoir le monde de tête pour rien. Non, ça c'est la rage de défendre que la vérité. Puisque vous défendez le mal. Moi, je ne supporte pas attendre la parole. Vous n'avez pas la parole. Je vous en prie. Monsieur Jules Pitra Mukendi, je vais finir avec Arnold Singa. À votre niveau, à votre tour, ces 5 prochaines années qui s'annoncent, dites-nous sincèrement, les acquis dont on a parlé, exactement, c'est quoi? Merci beaucoup, cher Dan. Merci beaucoup.
Je suis un peu déçu de voir que l'émission a été très politisée alors que je crois que la thématique était beaucoup plus philosophique et scientifique. Malheureusement, bon, c'est ça aussi, c'est dont je me plaignais tantôt pour vous dire que dans mon pays, on ramène tout dans la politique. C'est comme si il n'y a que la politique, c'est à partir de la politique qu'il faut commencer à réfléchir. Quand il n'y a pas politique, on ne réfléchit pas, malheureusement. Et donc, je veux dire ceci, là où la route passe, le développement suit. Moi, je crois que le chef de l'État, pour ce mandat qui vient, il doit se focaliser son travail du côté des infrastructures routières, par exemple, parce que notre pays était un grand potentiel qu'il faudra désormais maintenant fructifier. Je crois que la position même de mon pays fait que nous soyons vraiment ce qui est, je dirais même la prophétie de Frantz Fanon qui disait que le Congo a une forme, l'Afrique a une forme de revolver dont la cachette se trouve au Congo, en République démocratique du Congo. Je crois qu'il est temps maintenant. Je crois qu'il avait déjà initié avec le PDL 145T. Je crois que maintenant, de plus en plus, qu'il faut mettre de moyens, créer des bâtiments administratifs, créer des écoles, des hôpitaux, mais surtout de routes. Évidemment, aujourd'hui, j'ai vu qu'il y a l'OVDA aussi qui suit. Je crois qu'il y a un travail qu'il faut faire là pour essayer de donner la prospérité au pays. Regardez, moi, je suis du marketing politique. Quand le président dit unité, le président dit prospérité aussi. Dans son mot, le slogan des élections. Je crois que dans le slogan, on retrouve déjà une partie de son plan, une partie de son projet. Et donc, il a parlé de l'unité, c'est une chose. Il parle de la sécurité, ça c'est une grande chose fondamentale aussi sur laquelle il faut se baser. Mais il parle aussi de la prospérité. La prospérité, elle vient comment? C'est quand nous travaillons nos richesses. Comment le travailler? Je crois qu'il faudra se focaliser sur la construction des infrastructures qu'il faut, je crois, ici, aujourd'hui dans mon pays. Parce que les infrastructures que nous avons presque 1/20 de ce qu'il faut que nous ayons. Donc je crois qu'il y a un grand investissement doit être fait dans ce domaine-là pour essayer de développer le pays. Mais après, je crois qu'il faut aussi travailler la mentalité de l'homme congolais. Je crois qu'avec cette mentalité que nous avons jusqu'aujourd'hui, je crois que le Congolais, on la lèverait ici, on l'amènerait vivre aux États-Unis. On va tout détruire. Dans 20 ans, je crois qu'il se retrouverait encore dans le sous-développement. Tout détruire. On va tout détruire. Donc il y a un travail de fond qui a été fait. C'est vrai que hier, ceux qui voulaient détruire le pays ont commencé par ruiner l'éducation. Vous avez vu comment les enfants n'avaient plus droit à aller à l'école. Aujourd'hui, les enfants vont quand même à l'école. Et il faut parfaire cette éducation, même si le taux de ceux qui sont allés à l'école et ceux qui sont restés, c'est encore un grand nombre. Je crois qu'il faut continuer dans cette lancée pour amener le plus grand nombre des enfants à l'école. Les enfants doivent comprendre, connaître la compétitivité, créer des situations qui le mettent en défi. Ça, le Congolais ne le connaît pas. Le Congolais, c'est la vie facile. C'est Chancelo Kopamba. Ça, c'est un travail qu'il faut faire. Parce que tant qu'on ne connaît pas les défis, on ne connaît pas les preuves, vous voyez que jusqu'au même au niveau des élections, quand on va voter, on cherche déjà, on pense déjà comment tricher. Et même celui qui est l'arbitre a autour de lui des gens qui facilitent ces histoires-là. Donc moi je crois qu'au-delà des faits de l'économie, le président de la République a la responsabilité de travailler l'homme congolais. Un peu comme c'était plein l'autre la fois passée pour dire « je n'ai pas su changer l'homme congolais ». Je crois que Félix c'est le plus grand défi. A aussi cette responsabilité-là de pouvoir changer l'homme congolais et un grand travail à faire, les sortir tous de croire que c'est la politique qui est l'aubaine. Non, ce n'est pas la politique qui est l'aubaine. Dans tous les domaines, les gens peuvent travailler dans tous les domaines et assurer leur survie et assurer l'avenir des enfants et joindre les deux bouts du mois. C'est possible dans ce pays. C'est possible dans ce pays de joindre les deux bouts du mois sans nécessairement penser tous devenir politiciens. C'est une maladie en tout cas. Tout le monde pense devenir politique. Médecin, professeur d'université, journaliste, architecte, juriste, magistrat, sportif, même des gardiens, comédien. Finalement, il faut qu'on se dise où est-ce que nous allons. Michel Ntinga, c'est une hémorragie qu'il faut arrêter. Comment faire? Quelle serait la recette aujourd'hui de valoriser d'autres secteurs de la vie nationale? Il n'y a pas que la politique qui peut nous développer. Comment faire pour valoriser les secteurs de la vie nationale, d'autres secteurs, afin que
on puisse décourager ceux qui n'ont pas la vocation politique d'y aller pour des intérêts personnels. Aujourd'hui, l'indice sur le prix, l'indice de la consommation sur les prix, la pression sur les risques sur du bien-être augmente. Mais pour travailler, nous avons premièrement, je peux dire, on va plus s'appuyer sur les taux d'échange. Il faut calmer la situation. Pour calmer la situation, il faut mener des politiques monétaires. Or, l'autorité qui est compétente à la matière, c'est la Banque centrale. Parce que dans l'article portant fonctionnement de la Banque centrale, dans la loi plutôt organique portant fonctionnement de la Banque centrale, à son article 9, stipule que la mission ou l'objectif principal de la Banque centrale du Congo est de stabiliser le niveau général des prix. Sans préjudice à cet objectif, la Banque soutient les politiques économiques générales du gouvernement. Donc, nous avions vu dernièrement que la Banque centrale a augmenté les taux directeurs de 11 à 25%. Cette politique agressive qui consiste à freiner le développement, à mener les entreprises à être plus incertaines, cette politique ayant pour objectif principal de stabiliser les prix. Mais quand on passe à l'inflation, on réfléchit à des perspectives à long terme. Parce que l'inflation n'est pas résolue dans des politiques conjoncturelles, plutôt des politiques structurelles, c'est-à-dire à long terme. Mais dans l'autre sens, il faut mettre aussi en esprit que l'inflation, pour que la politique monétaire exerce son plein effet, il faut laisser 18 à 24 mois. Donc, on ne peut pas traiter et juger la Banque centrale aujourd'hui avec cette mesure. Mais moi, d'après mon analyse, je trouve que la Banque centrale n'allait pas dû augmenter les taux directeurs à ce niveau. Parce qu'aujourd'hui, même si les taux directeurs étaient augmentés à 35%, on allait toujours vivre dans hausse, la situation de hausse des taux d'échange. Parce que l'économie congolaise est caractérisée sur un phénomène parallèle. On perd des taux parallèles et c'est le problème aussi de la réglementation et de la régulation dans les secteurs. Parce que si la Banque centrale veut appuyer sur les piliers ou les leviers des taux directeurs en augmentant ces taux, et c'est déjà des contraintes parce que les entreprises, même des banques commerciales, ne vont pas contracter des dettes auprès de la Banque centrale, plutôt dépendants, ils seront plus dépendantes à l'extérieur. Dette extérieure, crédit extérieur. Plus que les entreprises sont dépendantes des crédits extérieurs, c'est plus nous avons des répercussions sur l'économie directe au niveau des prix. Parce que les perspectives auxquelles on devrait mener, c'est plutôt des jouer sur ce que je peux dire, atteindre les niveaux de la spécification, autrement dit, de la priorisation. Et la Banque centrale devrait prioriser les secteurs clés, les secteurs porteurs de la croissance, comme on a parlé de l'agriculture. Mais l'agriculture, même quand on parle de l'agriculture, autrement, les taux de financement portés dans ce secteur étaient de 3,4% en 2018. 3,4%. Mais aujourd'hui, les taux de financement, même dans ce secteur-là, a cru. Pourquoi? Aujourd'hui, on entend parler de 12%. Non, moins que ça. C'est l'effort et la bonne. Non. Mais il faut laisser d'abord. Il faut laisser l'État. Comme j'ai dit, l'agriculture, pour voir l'agriculture, est plus menée par des politiques publiques, des perspectives à court terme. On peut planter, on peut s'aimer des choses. D'accord. Dans 3 mois, on aura des résultats. Mais le problème, c'est lorsqu'on a adopté à ce qu'il y ait la croissance au niveau des taux de financement dans les secteurs agricoles, cela prouve déjà la bonne volonté du gouvernement. On ne peut pas dénuer. On ne gère pas par la bonne volonté, par un projet de société. On ne peut pas réunir ces efforts du gouvernement. Donc, et à ce moment-là, et j'ai dit, la Banque centrale, non seulement la Banque centrale devrait plutôt appuyer sur les taux directeurs, la Banque centrale devrait coordonner des politiques monétaires avec des politiques budgétaires et avec des politiques fiscales. Parce que le taux d'imposition aujourd'hui,
taux d'imposition aujourd'hui, là il faut le dire, les taux d'imposition aujourd'hui créent ce qu'on appelle la cessation des activités. L'année, pour terminer, dans l'année 2018, l'année 2017-2018, il y avait 47 entreprises créées dans ce secteur. Dans cette même année, combien d'entreprises qui sont tombées en faillite et ont déclaré faillite, c'était combien? 47 entreprises de PME créées dans ce secteur. Dans le secteur privé. Il dit oui, ici dans notre pays. Insuffisant. Dans notre pays, dans ces territoires. Il y avait combien d'entreprises qui sont tombées en faillite? Dans cette même année, c'était combien? C'était 50. 150 entreprises. On a créé 147. On a perdu 150. Ça déjà fait problème. Et les entreprises déclarent volontairement leur faillite. Pourquoi? Parce qu'il y a problème. Il y a problème à ce niveau-là fiscal. Merci. Parce qu'il y a problème comme j'ai dit, il y a aussi l'évasion fiscale, il y a aussi des fraudes fiscales. Mais la finalité, c'est la cessation des activités. Or, lorsqu'on parle des entreprises ou des tissus industriels locaux qui s'érodent, on a des répercussions dans l'économie à long terme, mais pas aujourd'hui, parce qu'on va perdre l'emploi, on va perdre le pouvoir d'achat. On va tourner sur l'effet on appelle les faits multiplicateurs. Les faits multiplicateurs, merci beaucoup d'avoir pris part à cette émission. Mesdames et messieurs, je l'ai voulu pas tôt politique, sortir un peu pour permettre aux gens de comprendre. Merci beaucoup Arnold Singa, merci beaucoup Monsieur Gandhi Kassende, merci beaucoup Pasteur. Ah, merci, j'ai aimé surtout son analyse, il était un peu trop technique, mais mon entraîné, il entre toujours dans... Je vous ai bien écorché. Je vous ai bien écorché. Non, mais je n'ai même pas parlé d'église. Hein. Pendant qu'il parlait des entreprises qui meurent. Entre-temps, chaque année, on crée des centaines d'églises. Mais des églises qui ne payent pas d'impôts. Mais les églises contribuent aussi. C'est une stratégie de politique pour affaiblir la population. Vous allez les voir les samedis demain. C'est le pouvoir qui vient de Dieu. Dieu d'abord m'avait révélé. C'est grâce à lui. On connaît. Non, mais vous ne payez pas d'impôts. Mais moi, je me distingue. Non. Vous payez impôts pour aller où? Vous avez un exécutif, le gouverneur lui-même est candidat. À toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était le dernier numéro de la semaine. Demain c'est la prestation de serment du président Tshisekedi en direct de la télévision nationale. On va tout suivre. Pour ceux qui ne sont pas au stade, ceux qui sont en province, chez vous, on espère vraiment que cette activité se tiendra dans le calme et que la paix va régner sur l'ensemble du territoire national. Portez-vous bien et bonne année chez vous.